Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le stand du Val-de-Marne pour ce débat sur les clés de l'investissement en Val-de-Marne. Un débat qui va durer une quarantaine de minutes et qui est organisé par l'Audim 94. Alors juste un petit mot également pour vous dire que nous fêtons un anniversaire cette année. C'est le 10e anniversaire du stand Val-de-Marne. Un stand qui regroupe, qui est à l'initiative de l'Agence de développement du Val-de-Marne, qui a regroupé l'ensemble des territoires et l'ensemble des institutions sur ce stand. L'Audim 94 fait partie effectivement des institutions et elle en regroupe trois principales: la CCIP 94, la direction régionale de l'équipement, maintenant on dit direction régionale de l'équipement, anciennement direction départementale de l'équipement lors de la création de l'Audim il y a une dizaine d'années à peu près, et le Conseil général du Val-de-Marne. Et puis depuis quelques années, l'agence de développement est un membre associé de l'Audim 94. L'objectif de l'Audim, Audim ça veut dire Observatoire départemental de l'immobilier d'entreprise du Val-de-Marne. L'objectif, c'est de faire des études, de voir un petit peu les atouts qui existent sur ce département pour favoriser toutes les formes d'immobilier d'entreprise, que ce soit les bureaux, l'activité, la logistique, etc. Alors aujourd'hui, on va parler donc des clés de l'investissement sur le Val-de-Marne et nous avons plusieurs invités. En premier lieu, nous avons IPD, Laurent Maheu, qui est Research Analyst chez IPD, donc qui va nous présenter la toute dernière étude qui a été menée au titre de l'Audim. Nous avons Georges Lakowski, directeur du développement, directeur de l'immobilier à Aéroport de Paris. Responsable du développement commercial, pas directeur du développement. Alors, responsable du développement commercial à Aéroport de Paris. Et Romain Loisy, qui est le directeur commercial de la Sogaris. Donc, nous allons bien sûr développer les différents atouts que vous connaissez, je veux dire les transports, la mixité, etc. Mais tout d'abord, nous allons demander à Laurent Maheu de nous présenter les principaux chiffres et les principales lignes directrices de l'étude qui a été menée par IPD. Et peut-être quelques mots sur IPD. Oui, alors peut-être d'abord pour présenter le sens de la démarche et donc la nature des résultats qui sont présentés dans l'étude que vous avez à disposition dans les panneaux qui portent donc tout ce qui est à disposition là pour le stand. IPD installé en France depuis maintenant une bonne dizaine d'années, 10 à 12 ans, est une émanation d'un siège britannique, IPD UK à la base, qui est une société, on travaille directement avec les investisseurs à collecter leurs données patrimoniales et de revenus pour les compiler ensemble, produire des moyennes de marché, des benchmarks à proprement parler, et permettre à chacun d'entre eux de situer son niveau de performance par rapport à la moyenne de ses pairs. L'intérêt de travailler avec le Val-de-Marne et la raison pour laquelle l'Audim nous a mandaté sur cette étude, c'est justement d'être capable de donner une vision sur quels sont les investisseurs qui sont présents, et par là on entend les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent à placer et qui souhaitent le placer sur de l'immobilier direct en détention. Par tradition, IPD est en général en relation avec trois grands groupes d'acteurs. On est avec les sociétés foncières, qu'elles soient cotées ou non, directement, les compagnies d'assurance, les sociétés collectives de placement, SCPI, et OPCI maintenant, et à la fin des fonds non cotés spécialement dédiés à l'investissement immobilier. Pour ce qui est du Val-de-Marne, alors ce qu'on vous a présenté ici, c'est ce qu'on obtient sur la détention patrimoniale de ce type d'investisseur. Donc c'est un certain profil, c'est pas l'ensemble de l'immobilier qui est détenu dans les départements, avec les différents usages et la taille patrimoniale que ça représente à peu près. Évidemment, Paris est le mastodonte dans les choix d'investissement des investisseurs. Et puis ensuite, vous avez, alors si on exclut Paris qui est évidemment incontournable, vous avez Hauts-de-Seine, et puis dans l'ordre la Seine-Saint-Denis, et en troisième le Val-de-Marne.
Ce qui fait qu'on a beau penser d'abord en termes d'investissement immobilier à Paris et les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne est toujours quand même la 3e exposition des investisseurs, d'après en tout cas ce qu'on recense dans la base IPD, qui couvre à peu près, d'après notre estimation, à peu près la moitié du type d'acteurs dont on vient de parler. Ce qui est frappant, c'est sur la répartition, sur la typologie d'actifs, vous avez un mix de produits. Sur le Val-de-Marne, on est à hauteur d'à peu près 3,5 milliards, si je ne me trompe pas, 3,6 milliards d'immobilier à vocation économique. Il y a un demi-milliard d'immobilier résidentiel qui est en stock dans le département. On est sur quelque chose de très proche de la Seine-Saint-Denis en termes de taille, mais par contre très très diversifié en termes de typologie de produits. On a 40% de bureaux, 40% de commerce, une poche de résidentiel qui n'est pas négligeable et une partie industrielle, traditionnellement appelée industrielle dans le terme britannique, qui couvre logistique et locaux d'activité, qui représente à peu près 5%. Ça prouve déjà ce slide que la mixité du Val-de-Marne, qui est une donnée dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est importante. Mais c'est vrai que c'est extrêmement frappant quand vous regardez l'allocation des autres départements qui sont plus... alors tous les départements qui sont sur l'allocation extérieure sont extrêmement orientés, ont saisi l'opportunité de se développer sur l'aspect industriel, sur l'investissement, enfin en tout cas les investisseurs sont présents sur tout ce qui va être logistique, sur tout l'axe de la francilienne, etc. Et par contre vous avez des départements au port de Paris, la Seine-Saint-Denis est extrêmement positionné sur les bureaux et le poids qu'il représente dedans est relativement plus important par rapport au Val-de-Marne. Et vous avez finalement Yvelines et Val-de-Marne qui sont pour le coup des répartitions, je dirais, à la fois lieu de vie et tissu de vie et tissu économique à la fois. Et étant donné l'orientation actuelle, la réflexion qu'il y a autour de l'urbanisme, de la mixité fonctionnelle, de la mixité des territoires, etc., le potentiel de développement qu'il y a sur ces départements-là, et notamment pour le Val-de-Marne au port de Paris, est évidemment totalement présent à l'esprit des investisseurs. Donc, je crois qu'il y a ensuite, dans le sens de l'étude qu'on a réalisée, on a des données quantitatives. On a aussi réalisé une consultation auprès d'une dizaine d'investisseurs, dont M. Loisy, qui ont bien voulu participer. On a eu également une participation d'ADP. Donc on a obtenu sur la diapo suivante des critères d'investissement, à la fois l'importance de ces critères pour les investisseurs et la manière dont est positionné le Val-de-Marne. Alors je ne sais pas si on va la voir, la diapo. Voilà. Et donc là, c'est des résultats que vous retrouverez, qu'on retrouve dans la brochure. Hein. Sur ce qui est extrêmement frappant, vous avez des éléments qui sont très bien positionnés, enfin qui sont des atouts pour le Val-de-Marne, sur tout ce qui va être perspective de développement économique, aménagement du Grand Paris, dynamisme du territoire. On a quelque chose dans l'arrière-plan qui soutient l'intérêt des investisseurs, clairement. Vous avez aussi l'accompagnement des acteurs locaux qui est toujours très bien positionné dans les deux consultations qu'on a fait à la fois en 2012 et en 2010. Et le point qui ressort, alors ce qui ressort comme atout, on a évidemment toujours la desserte routière qui est toujours citée, le maillage routier sur le département qui est de qualité et qui permet aux différents modes d'activité, aux différents types de produits, que ce soit du commerce, bureau, activité, ça reste essentiel, qui est un critère important pour les investisseurs et qui est un atout pour le Val-de-Marne. Après, ce qu'on a remarqué dans le sens de la consultation qu'on a réalisée, c'est que de 2010 à 2012, on a eu nettement un recul de tout ce qui était critères, on va dire, prospectifs. Donc, tout ce qui va être des éléments, l'importance du maillage routier, le dynamisme du territoire, les perspectives de développement qui sont relativement passées en arrière-plan au profit d'éléments plus défensifs, où là on a depuis 2 ans un renfort sur l'importance de la robustesse locative, la diversité de la demande, la qualité immédiate de l'environnement, enfin tout ce qui est acquis. Ce qui, pour le coup, sur l'investissement, grippe un certain nombre de projets qui sont prêts à sortir, mais qui pour le coup attendent toujours un premier locataire, un premier occupant. C'est-à-dire que le développement en blanc, c'est inimaginable en l'état actuel des choses.
Enfin, c'est un élément qui n'est pas spécifique au Val-de-Marne. C'est une constante dans l'ensemble du marché immobilier français. Constante due à la crise. Mais en revanche, il y a quand même des rendements intéressants sur le département du Val-de-Marne, dont vous allez, je crois, parler. Vous avez peut-être quelques éléments chiffrés à nous donner là-dessus. Alors, le dernier élément est présenté, qu'on devrait avoir sur le résultat suivant. Quand on parle, pour le coup, dans le domaine dans lequel on travaille, finalement, on mesure les choses surtout en termes d'argent, et on est sur une équation qu'on estime gagnant-gagnant. Enfin, en tout cas, c'est gagnant-gagnant en termes de niveau de loyer. Quand on regarde les niveaux de marché, les niveaux de loyer moyens qu'on obtient dans le département vis-à-vis d'autres départements ou de villes qui sont relativement proches. Donc on a par exemple, vous pouvez comparer Montreuil versus Vincennes ou Montrouge versus Arcueil. On est sur des niveaux de loyer moyens relativement différents et en même temps on est sur des niveaux de performance. Alors là on est sur de la performance uniquement sur le parc de bureaux, les 40% de bureaux qu'on recense dans la base. On est sur une moyenne là, on est sur une performance moyenne sur 5 ans. Donc depuis 2007, donc on a aussi le cycle de la crise avec la baisse des valeurs, puis le rebond, etc. On a dans le Val-de-Marne un niveau moyen de 6,9% de rendement locatif, qui est justement assez intéressant par rapport à une moyenne sur l'Île-de-France hors Paris qui est à 6,2%. Ce résultat, ce rendement à 6,2%, c'est essentiellement bien sûr le niveau de rendement des Hauts-de-Seine, qui est relativement compressé. Et pour situer un ordre de grandeur, vous avez entre les deux le rendement locatif moyen qu'on obtient sur la Seine-Saint-Denis, qui est de l'ordre de 6,4%. Donc en moyenne à 6,9%, on est sur, je veux dire en termes du point de vue investisseur, on est sur un élément gagnant, un facteur de surperformance. Et ça, c'est pour la partie revenu. L'autre élément qu'on regarde, c'est l'évolution de la valeur patrimoniale. Donc son évolution dans le temps, pour nous, on l'appelle du rendement en capital. Les deux mis ensemble, ça fait du rendement global. Et sur ce rendement en capital, on a sur 5 ans une moyenne qui ressort quasi neutre à moins 0,3, alors que pour l'Île-de-France hors Paris, on est à moins 0,9. Et ça s'explique par très nettement sur les années 2008-2009, un recul des valeurs qui a été beaucoup moins important et qu'on explique, enfin en tout cas qui est largement attribuable, je pense, à un tissu économique, comme on l'a dit, qui est plus diversifié. Et donc le focus qui a été mis en 2008-2009 sur oh là là, je suis une zone extrêmement densifiée en bureaux et le contexte est très très mauvais, et où pour le coup l'accent a été mis sur la déperdition de valeur. Ce qui a été le cas, en tout cas dans le Val-de-Marne, mais sur un niveau d'amplitude moins important. Écoutez, merci pour ces premiers éléments. Donc, on va retenir effectivement que les atouts du Val-de-Marne actuellement, il y a d'une part effectivement les rendements. Et vous parlez de bureaux, si j'ai bien entendu. D'autres atouts, c'est donc la mixité. Et puis, on a bien sûr effectivement la possibilité du développement par rapport au Grand Paris, la situation géographique. Je voudrais rebondir sur l'idée des rendements et peut-être poser une première question à Georges Jakowski. Les rendements, c'est important, mais je veux dire, vous avez quand même une idée un petit peu différente et vous dites que l'immobilier et la finance, ce sont quand même deux choses différentes et qu'il ne faut pas uniquement se baser sur les rendements. Alors, j'explique mal, mais vous allez mieux nous l'expliquer. Vous expliquez très bien. Dire que ce sont deux choses différentes, c'est deux choses qui sont complémentaires. Et on se rend compte au regard des différentes années qui viennent de se passer que l'immobilier, j'ai coutume de dire que l'immobilier est à mon avis quelque chose de interdépendant de la finance, et qu'à partir du moment où la finance travaille au profit de l'immobilier, c'est excellent, mais quand l'immobilier travaille au profit de la finance, c'est catastrophique. Et malheureusement, on a pu le constater ces dernières années où le visage immobilier général a énormément changé, particulièrement avec un pic en 2005 où le monde de l'immobilier a été centralisé par des personnes qui étaient beaucoup plus axées dans la finance que par des professionnels purs de l'immobilier. Et ça a donné ce que tout le monde sait en 2007, et on continue, pour parler de façon un petit peu imagée, à payer les pots cassés actuellement. Et
On peut aussi l'hypocasser de la crise quelque part, non ? Oui, maintenant, à savoir, je crois rien inventer en disant que la crise actuelle est une conséquence de peut-être certaines errances au niveau de la finance utilisées justement stricto sensu et non pas en adéquation avec les secteurs qu'elle doit aider. Le point qui est important, un des points importants pour moi dans le cadre du Val-de-Marne, c'est que pour avoir rencontré différentes régions et travaillé dans différentes régions, on est assez sensible à l'importance qui est donnée par l'ensemble des intervenants du Val-de-Marne à cette recherche de mixité, cette recherche de construction d'un immobilier entre guillemets intelligent. Et je dirais que le Val-de-Marne a entre guillemets progressé en même temps qu'Aéroport de Paris, et les deux sont à notre avis interdépendants. Que ce soit au niveau, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au niveau des surperformances des bureaux, parce que quand on a un différentiel de 70 points de base entre les investissements courants et l'investissement qu'on rencontre dans les bureaux en Val-de-Marne, ça, pour un investisseur, c'est quand même un élément qui est très important. On est à seulement une baisse à seulement un gap inférieur à seulement 40 points de base pour les rendements globaux. Donc ce qui est quand même une donnée qui est quand même très significative. Et ceci a été fait, contrairement à d'autres départements, a été fait dans la recherche d'une structuration au niveau de l'immobilier. Structuration de l'immobilier, c'est ce que les différentes réunions qu'on a pu avoir dans le cadre de l'Audim du 94, c'était avec Romain, on a échangé de nombreuses fois sur ce sujet, c'est toujours cette recherche d'une complémentarité par rapport aux différents investissements qui doivent être faits. Et je pense que ceci peut être fait pour beaucoup au regard du fait que les grands opérateurs immobiliers qui sont dans ce secteur sont des opérateurs qui n'ont pas ce besoin impératif d'avoir un parler de financiarisation à outrance. Donc on n'a pas cet objectif, ce focus exclusif de financiarisation. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire des biens immobiliers qui peut-être dans le jargon immobilier financier, on dit ça crache moins, c'est certain. Mais en tout cas, il y a une véritable cohérence et on répond à un besoin de l'ensemble des acteurs économiques du marché. Donc ça prend différentes formules. Ça peut être ce dont Romain nous parlera tout à l'heure, qui correspond à un besoin. J'espère que Romain me remerciera une fois que j'ai dit ça. Et ça peut correspondre aussi à ce que nous essayons de développer depuis maintenant quelques années, sous la direction de notre direction, à savoir les villes aéroportuaires. Expliquez-nous ce que c'est que la ville aéroportuaire. Alors, la ville aéroportuaire est une part du concept, du principe que l'aéroport a été, à partir de 1950, une source de revenus excessivement importante. Je veux dire, l'aéroport de Paris représente 2% de l'emploi en France et 1,7% du PIB français, donc c'est quand même pas anodin. Mais ça a été fait dans une structuration, comme on parlait tout à l'heure, une logique de structuration immobilière de ville. C'est-à-dire que l'aéroport est un élément, l'aéroport est un facteur commercial d'échange national et d'échange internationaux, mais l'aéroport a pour vocation non pas de rester fermé, cloisonné, mais de pouvoir permettre à l'ensemble de la région de pouvoir se développer. Ça va passer par des commerces, ça va passer par des bureaux, ça va passer par des locaux d'activité, ça va passer par des gares de fret, ça va passer par différentes destinations immobilières. Et toujours dans cette logique de ne pas créer un bien immobilier qui est un raisonnement ex nihilo, seul, mais un bien immobilier qui va s'intégrer dans une logique, dans une conception, dans une intelligence immobilière et une intelligence urbanistique.
Donc c'est l'évolution d'Orly et ce sera également l'évolution de Roissy. Tout à fait. Je veux dire, c'est l'évolution que nous rencontrons, qui nous est apparue comme étant l'évolution la plus intelligente et comme étant l'évolution qui pouvait répondre le mieux aux besoins qui émergent actuellement. Il est certain que ceci ne peut pas être opéré par des groupes qui sont des groupes sans aucune discrimination à capitaux étrangers, qui n'auront qu'un seul impératif, c'est ce qu'on utilise comme terme, le fameux yield, mais qui auront une vocation de véritable structure immobilière, de véritable foncière, et ceci ne peut être opéré que par des sociétés qui ont une puissance économique et surtout une volonté économique de travailler en partenariat, et nous rencontrons un partenaire hors du commun avec le Val-de-Marne. Alors, à 10 ans, ça donne quoi le pôle Orly et les ADP, l'aéroport, etc. Combien de mètres carrés en plus que de résidences? Quelle répartition entre bureaux? Il y a trop de personnes aujourd'hui, il y a une caméra. Si je me trompe, ça sera automatiquement ressorti, donc je ne répondrai pas à cette question au niveau chiffré. Au niveau structuré, à 10 ans, ça sera un véritable... Nous avons une opération que tout le monde connaît, qui est Cœur d'Orly, qui est une opération phare de notre groupe, qui n'est pas la seule opération, qui est l'opération la plus importante, mais une opération parmi un ensemble de raisonnements et un ensemble d'opérations que nous effectuons. Je veux dire que la spécificité de Cœur d'Orly est que Cœur d'Orly, comme espace immobilier, représente à lui seul ce que pourra être notre but, ce que pourra être le parc immobilier d'Aéroport de Paris. C'est-à-dire un endroit non plus, ce qu'a voulu d'ailleurs le Val-de-Marne, ce que désire le Val-de-Marne dans l'ensemble de son développement, en tout cas la volonté qui est affichée, à savoir non pas seulement un ensemble de juxtapositions d'immeubles, de bureaux, mais un véritable cadre de vie avec des bureaux, avec des commerces, avec des centres commerciaux, avec des espaces de vie, avec une part très importante qui est apportée aux espaces verts. Toute une ville. Le terme de ville aéroportuaire se compose de deux termes. Le premier terme, c'est aéroportuaire, le deuxième, c'est ville. Et nous, on travaille pour que le terme de ville aéroportuaire soit défini d'abord par le terme de ville et ensuite par le terme d'aéroport. Merci. Je vais me tourner vers Romain Loisy. Bonjour. On va rebondir sur cette idée de mixité. On est dans la suite logique de la mixité urbaine, et je crois que au niveau de la Sogaris, vous êtes dans le domaine de la logistique. On est également dans ces perspectives-là. Alors, tout à fait. Sogaris, c'est une société d'économie mixte dont la mission principale est de réussir à intégrer la logistique en milieu urbain. Ça passe par des concepts novateurs, inspirés de l'étranger, et aussi d'un traitement architectural soigné. Parmi les projets de Sogaris et les réalisations en 2012, on compte 30 millions d'euros d'investissement en 2012 chez Sogaris, dont 90% dans le Val-de-Marne. Cette construction est une petite partie donc de notre investissement. Une messagerie qui a été livrée fin de cette année et qui est présentée, donc est nominée au prix CIMI de la logistique 2012, dont les résultats seront connus demain midi. Donc croisons les doigts pour le Val-de-Marne et pour Sogaris aussi. Surtout pour le Val-de-Marne. Surtout pour le Val-de-Marne. Merci de ne pas avoir fait ton micro pour ça. Et pour insister sur l'importance de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vrai que ces concepts ces conceptions innovantes permettent de mieux intégrer l'immobilier, en tout cas nos bâtiments logistiques qui sont rarement appréciés. Donc ça passe par ça pour s'intégrer dans son environnement, mais aussi par l'amélioration technologique, progrès technologique. Aujourd'hui, on a installé 4 bornes de recharge pour les véhicules électriques sur ce site.
idéalement situé parce qu'il y a quelques kilomètres des quais pour rejoindre Paris, avec une façade à 86 qui permet d'aller dans plusieurs directions, remonter par la 4. Donc ça a un intérêt de développer la technologie de l'électrique, la distribution des marchandises. Ça favorisera aussi la mixité qu'on souhaite aujourd'hui dans les différents territoires. En tout cas, c'est notre point de vue chez Sogaris. Alors, il y a une problématique au niveau du Val-de-Marne, c'est qu'on le sait tous, effectivement, les charges foncières sont importantes. Mais parallèlement, en matière de logistique, il y a une autre idée, c'est que on est dans une activité qui est non délocalisable. Alors effectivement, en tout cas la logistique du dernier kilomètre, sur laquelle essaie de répondre Sogaris à partir d'une stratégie à 3 niveaux. Le premier niveau étant celui de Rungis, pour nous la plateforme logistique massifiée, ou celle de Créteil, où on investit sur la zone du Grand Marais qui est située à 500 mètres de la future gare RERD de Créteil-Pompadour. On essaie de lier donc la logistique urbaine avec 2 autres niveaux, à savoir dans des milieux encore plus denses, à partir d'un deuxième niveau qui s'appelle pour nous l'hôtel logistique. Je veux bien qu'on passe au slide pour vous montrer. Alors ça c'est le niveau, le troisième niveau. Alors, encore une fois, un slide suivant. Donc l'hôtel logistique multimodal que nous développons dans le 18e arrondissement de Paris, qui permet donc de mixer aussi au sein même de cet outil les activités, des activités de distribution route-route, mais à vocation écologique, avec des véhicules résolument électriques ou propres, et à l'étage en fait un acheminement des marchandises par train, avec même là des concepts novateurs avec lesquels on travaille avec la société Lorirail pour imaginer une short line ferroviaire qui permettrait d'arriver de placer des marchandises à 100 km au nord de Paris et de les acheminer et de les redistribuer aussi là encore par véhicule propre. Et le troisième niveau, celui qui contribue à la distribution pour les quartiers. Alors là on revient sur le slide précédent, le précédent. Ok, c'est l'espace urbain de distribution. Notre premier qui a été réalisé à Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement, où on arrive avec des camions massifiés, un système de convoyeurs qui va acheminer les marchandises dans des véhicules électriques, et c'est Chronopost qui a été le signataire de ce bail sur le site du 15e arrondissement, l'espace urbain, notre premier espace urbain de distribution. Alors, il y a une idée qui est un petit peu proche de celle de Georges Lakowski, c'est que vous m'avez dit il y a quelques jours, la politique du rendement, ça reste secondaire chez Sogaris. Oui, alors. Oui et non. Mais alors, en fait, moi, je vais pas parler de la financiarisation. Je dis juste que on a besoin de financement pour construire. On a besoin des financements. Donc le rendement est en fait un indicateur pour nos partenaires financiers pour dire si oui ou non ce projet qui a l'air théoriquement viable et valable écologiquement parlant et urbanistiquement parlant, merci Georges, si c'est viable et si c'est faisable. Voilà, c'est le passage obligé, je dirais. Après, c'est vrai que l'approche de Sogaris étant de conserver ses actifs durant des années, on a construit en 1965 sur Rungis, on n'a rien vendu et on ne vendra rien, donc on rénove, on réhabilite. Donc c'est vraiment un amortissement de nos bâtiments, de nos actifs sur plusieurs décennies, 30, 40 ans, voire davantage, et d'accompagner en fait. Là, j'aimerais peut-être présenter sur les nouvelles projections d'investissement de Rungis sur le dernier slide, s'il vous plaît. Sur Rungis dans 30 ans, avec, si vous voyez, de la logistique. Alors,
sur plusieurs étages. On le voit, des entrepôts logistiques de classe A, et profiter en fait de la toiture de ces entrepôts pour créer des messageries. Les messageries qui sont le synonyme de la logistique du dernier kilomètre, qui malheureusement prennent beaucoup de surface de terrain, parce que nécessitant beaucoup d'air de manœuvre, de nombreuses cours de camions de part et d'autre. Donc l'objectif étant de densifier la plateforme de Rungis demain, celle de Créteil aussi, pourquoi pas. Mais ce sont des projets qui j'espère, qui sont inspirés de modèles japonais et qui peuvent répondre en fait à la mixité, à l'intégration de la logistique de demain. Alors on le voit, vous êtes de plus en plus attaché à l'idée d'aménagement de territoire plutôt qu'au cash flow, au rendement, etc. On a aussi quand même l'impression que maintenant, avec la possibilité de développement du Grand Paris, la région capitale se porte plutôt mieux que l'ensemble des provinces françaises. Et je crois qu'à cet effet, il y a eu un baromètre qui vient de sortir au niveau du l'IPD, et vous allez peut-être nous donner quelques éléments sur la place de la région capitale, enfin du Val-de-Marne peut-être dans la région capitale, mais également la place de la région capitale à l'échelon européen. Où vont plutôt les investisseurs? Est-ce qu'ils privilégient les petites régions ou au contraire les grandes régions? Je crois que vous avez des éléments tout à fait nouveaux et intéressants sur ce plan-là. Sur la compétition, en fait, où va l'argent? Dans le baromètre qui vient juste d'être présenté, là, il y a 1 heure, en fait, donc c'est un baromètre qu'on réalise, il y en a 3 par an. On a des questions on a à peu près une vingtaine de panélistes qui sont des très gros investisseurs institutionnels. On en a maintenant quasiment la totalité, 90%, qui souhaitent investir, enfin qui envisagent d'investir à l'étranger. Parce que la performance qu'on obtient dans le seul marché français, étant donné le contexte économique actuel, c'est une certaine performance. Bon, il y a le biais national, bien sûr, mais c'est intéressant d'aller capter, de diversifier vers d'autres pays et le comportement d'autres pays. Alors il y a un biais, on va dire continental, hein. L'essentiel des investissements reste en Europe, et pour ce qui concerne l'Europe, les 2 grands pays qui sont envisagés, c'est bien sûr l'Allemagne, avec les fondamentaux économiques qui rassurent tout le monde, et puis aussi le UK, qui, en dépit le Royaume-Uni, en dépit de la variation des valeurs, des aléas qui vont, qui viennent sur son marché, est considéré et perçu comme efficient, et qui est suffisamment liquide et transparent pour rassurer des investisseurs étrangers et attirer leurs capitaux. Dans tout ça, pour le coup, on se retrouve dans la grande triade Paris, Londres, et pour le coup on a l'Allemagne, c'est la petite myriade de villes dans les bassins autour du Rhin, et on est sur la compétition des 3. Et évidemment, être rattaché au projet du Grand Paris pour le Val-de-Marne, c'est un moyen de capter cette allocation de capitaux dans cette compétition mondiale. C'est quand même pas facile de lutter là-dedans. Ce qui est intéressant dans la consultation qu'on a faite auprès des investisseurs, on leur a demandé qu'est-ce qui retenait leur attention quand on exclut Paris et les Hauts-de-Seine. Donc en gros les 2 produits stars sur lesquels, les 2 départements où tout le monde est forcément. Et ce qui est ressorti, c'est à peu près la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne évoqués autant l'un que l'autre en fréquence. Une légère prépondérance de la Seine-Saint-Denis en termes de notoriété, rapidité de réponse. En général, c'était plutôt ça qui ressortait. Et puis après seulement, on avait les régions. C'est seulement après le Val-de-Marne que les régions retenaient, alors je crois que ça retenait, on avait pour 16-17% des intentions exprimées, ce qui en fait était un résultat surprenant pour nous. C'est-à-dire que Lyon, Marseille, Toulouse viennent après le Val-de-Marne. Exactement. Donc, exactement. Et quand on regarde aussi la valeur patrimoniale qui est en stock, ce qu'on a si on prend Lyon, tout ce qu'on recense d'investissement réalisé dans Lyon, et pourtant ça a été un poste d'investissement important, notamment en bureau, on est sur quelque chose qui représente moins que l'ensemble de l'investissement constaté dans le Val-de-Marne. Et Lyon, c'est le premier. Après, on a Marseille. En termes d'investissement, on est encore derrière.
Bien, écoutez, on n'a malheureusement pas trop de temps pour continuer à converser. Juste un mot de conclusion sur les clés de l'investissement en Val-de-Marne. Je vais vous laisser la parole à chacun pour quelques secondes par rapport à tout ça. Jean Lakowski. Je vais laisser à Romain. Oui, en fait, ce que je peux confirmer, donc c'est vrai que le Grand Paris, ça va permettre pour le Val-de-Marne d'être un nouvel arrondissement, un prolongement de Paris. Et ça, c'est important pour lier en fait les zones entre elles, les zones d'activité, les bassins de population, pour qu'on puisse travailler, échanger. Pour nous, le Val-de-Marne va continuer à être un territoire d'investissement. On projette pour 2013 entre 10 et autour de 10 millions d'investissements, et en fonction des opportunités peut-être aussi qui peuvent se présenter, qu'on regardera attentivement effectivement sur Créteil, je pense, Grand Marais. Voilà. Peut-être IPD, quelques mots de conclusion sur les clés de l'investissement. Si vous aviez 3 mots. En termes de conclusion, nous, en tout cas, quand on réalise cette étude, et on l'a fait depuis maintenant 5, 6, 7 ans, je crois, on est sur... nous, les trucs qu'on retient, c'est hors Paris, le 3e département d'exposition d'investisseurs. Et ça, c'est quelque chose à rappeler, parce que, il n'y a pas les régions qui passent devant ou ce genre de choses. Et puis, en termes de bureau, on est sur des résultats sur performance nets, parce que qui confirme le rapport qualité-prix qui est évoqué à chaque fois qu'on fait une consultation. On a des investisseurs qui nous disent il y a des spécificités au territoire, des considérations, c'est l'opportunité qui dicte l'investissement, mais on a un rapport entre les prix à l'achat qu'on nous propose et ce qu'on peut en obtenir, la capacité à avoir un locataire, etc., qui sont intéressants. Merci. Alors, on va croiser les doigts. Pardon. Non, mais je pensais que... Non, je voulais dire que nous avons de disponibles actuellement un chiffre important. On a 167 hectares immédiatement disponibles dans notre périmètre d'Orly. On pense que ça... On a donc vocation... Plus fort. Il faut que je parle plus fort ou plus près. Donc je vais essayer de faire les deux. Donc on pense... 167 hectares. Non, 167 000 hectares. 167 hectares, excusez-moi. 167 000, c'est pour 2013. C'est 167 hectares de disponibles. Donc, on a vocation à continuer le partenariat qui est maintenant enclenché depuis longue date avec le Val-de-Marne, et toujours dans cette même stratégie, cette même optique de véritable partenariat pour répondre à la demande de l'ensemble des acteurs du marché, pour pouvoir laisser à l'ensemble de nos enfants et petits-enfants un département qui soit agréable à vivre, tant pour le côté professionnel que pour le côté ludique. Écoutez, merci. On regardera l'évolution de la ville aéroportuaire, et puis de façon plus rapide, plus proche, on va croiser les doigts pour Sogaris pour demain. Merci. Voilà. Et puis je voudrais, avant de conclure, remercier les organisateurs de cette animation, notamment Gilles Durand pour l'agence de développement, Stéphanie Boucher pour le conseil général, Smaïna Wadjadj pour la direction régionale de l'équipement et Catherine Lenné pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Val-de-Marne. Et puis pour finir, une petite revue de presse quand même pour vous donner quelques éléments à regarder avant de partir. D'abord le passeport Val-de-Marne, qui est une opération qui est menée depuis pour la deuxième année consécutive par l'agence du Val-de-Marne, et qui invite l'ensemble des visiteurs à aller rencontrer tous les acteurs qui travaillent sur ce département et qui exposent au CIMI. Ensuite, nous avons le guide de l'immobilier d'entreprise. Alors, je vais faire un peu d'autopromotion, puisque c'est Val-de-Marne Info, mon journal, qui fait ça avec la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Val-de-Marne. Il vient de sortir. Nous avons également deux
indicateurs de l'ODIM 94 qui publie donc les études. Vous aurez les chiffres effectivement qui ont été évoqués pendant ce débat. Et puis voilà, deux études. Vous avez également un élément important, et puis c'est l'EPA Orsa qui nous parle des Ardoines, lieu majeur du Grand Paris, et qui va présenter un projet très intéressant dans les minutes qui viennent. C'est juste au-dessus, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et enfin, un coup de chapeau également au book de l'immobilier d'entreprise du Val-de-Marne, qui est fait par l'agence de développement du Val-de-Marne depuis 3 ans, je crois maintenant, et qui référence toutes les disponibilités de grande envergure sur notre département. Voilà, merci à tous, bonne continuation, bon Simon.